Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et nous allons parler dans cette émission, encore une fois, malheureusement, de la guerre, mais aussi du nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2022 et cela fait maintenant un mois que la guerre a été déclarée en Ukraine par le président Poutine et l'armée russe. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de l'Ukraine et plus de 3 millions ont quitté déjà le pays, surtout des femmes, des enfants, des vieilles personnes, car naturellement les hommes de 18 ans à 60 ans n'ont pas le droit de s'exiler parce qu'ils peuvent être mobilisés à tout moment pour faire la guerre. Alors l'Europe et les pays occidentaux fournissent une grande quantité d'armes à l'Ukraine. Des hommes de la diaspora ukrainienne, mais aussi de plusieurs pays, s'engagent pour aller combattre en Ukraine. Le conflit est donc parti pour durer et encore provoquer des milliers de victimes, principalement d'ailleurs des victimes civiles. C'est d'ailleurs ce qui fait craindre de nouvelles escalades dans l'horreur, et c'est surtout aussi la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire que Poutine a évoquée dès le début du conflit. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Comme pour joindre l'acte à la parole, l'allié biélorusse de Moscou a modifié ce week-end sa constitution afin de pouvoir accueillir sur son sol des armes nucléaires. Une fébrilité sur le terrain qui serait en réalité un aveu de faiblesse des Russes, selon Jean-Yves Le Drian. Je ne suis pas certain que le président Poutine imaginait que son opération allait être aussi difficile. Il ne s'attendait sans doute pas à voir une telle réprobation au niveau international et bien en même temps une telle union des Européens pour soutenir et accompagner le peuple ukrainien dans son combat pour son indépendance. Alors que la menace nucléaire est agitée, c'est une guerre très conventionnelle qui se joue sur le terrain. Ce matin, un convoi de chars russes s'étalant sur des dizaines de kilomètres était en direction de Kiev, faisant craindre un assaut imminent sur la capitale ukrainienne. Une situation scrutée de près depuis la Grande-Bretagne, autre puissance nucléaire de l'OTAN.
Vladimir Poutine rappelle effectivement qu'il a des armes nucléaires et on commence tous à s'inquiéter. Mais en faisant cette déclaration, c'est aussi une façon pour lui de faire de la diversion. Pendant qu'on parle de la menace nucléaire, il espère qu'on va oublier un peu ce qu'il se passe sur le terrain. Alors, stratégie de diversion ou hypothèse plausible, comment interpréter la menace nucléaire agitée par Poutine? Faut-il la prendre au sérieux? L'Europe est-elle réellement menacée? La menace de l'utilisation de l'arme nucléaire par Poutine a réveillé les vieilles peurs de l'époque de la guerre froide. La France est bien sûr une puissance nucléaire. Alors les journalistes se sont empressés de réunir sur les plateaux de télévision des spécialistes de l'arme nucléaire pour connaître leur point de vue. Je vais donc vous en faire entendre quelques-uns qui se sont exprimés dans l'émission 28 minutes de la chaîne Arte. Héloïse Fayet, bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes spécialiste du nucléaire militaire. Vous êtes aussi coordinatrice du programme Dissuasion et Prolifération. Et selon vous, Vladimir Poutine, dites-vous, a la possibilité de lancer une bombe atomique sur l'Europe. Mais s'il le faisait, eh bien, il s'exposerait à des représailles égales, voire supérieures, venant des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. À vos côtés, bonsoir Olivier Kempf. Vous êtes directeur du cabinet de stratégie La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Et précisons que votre ancienne carrière militaire vous a d'ailleurs conduit à commander des opérations militaires en France comme à l'étranger. Et selon vous, Olivier Kempf, il ne faut pas surinterpréter la menace. Depuis 1945, nous sommes de fait dans une logique nucléaire. Il n'est donc pas étonnant que dans le contexte actuel de montée de la tension, eh bien, le recours à un tel vocabulaire fasse partie en quelque sorte de la rhétorique de Vladimir Poutine. Et puis à vos côtés, bonsoir Marc Semo, bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages idées et débats du Monde. Et selon vous, la surenchère de Vladimir Poutine, elle est d'abord, voire uniquement politique. Elle vise d'abord, dites-vous, à effrayer les Ukrainiens, même si nous assistons globalement à une période qui correspond à un virage, un tournant historique. On va y revenir bien sûr dans un instant. Et tout de suite, Xavier, pour rouvrir le débat, vous avez un chiffre du jour. Oui, 5977, c'est le nombre de têtes nucléaires que compterait la Russie, si l'on en croit la Fédération des scientifiques américains. Bon, en vérité, les chiffres varient selon les sources, mais ils tournent tous autour de 6000. Alors, cela fait de la Russie la première puissance nucléaire au monde, devant les États-Unis qui en comptent 5500. La Chine est troisième, avec seulement 350 engins à tête nucléaire. Alors, Héloïse Fayet, quand Vladimir Poutine décide de la mise en alerte de sa force de dissuasion, est-ce que c'est de cet arsenal-ci dont il parle ? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que par nature, une force nucléaire, elle est toujours en alerte. Par exemple, en France, vous avez toujours au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est à la mer. C'est ce qu'on appelle la permanence de la dissuasion. Mais après, il y a plusieurs échelles d'alerte. Et ce que Poutine a décidé, c'est tout simplement d'augmenter le niveau d'alerte de ces forces. Mais donc, il est important de rappeler qu'elles sont toujours en alerte. Et effectivement, les forces de dissuasion dont Vladimir Poutine parle, c'est notamment ces forces nucléaires. Donc les trois composantes qui composent la triade nucléaire russe, c'est-à-dire la composante terrestre, la composante aérienne et la composante maritime. Et on a une idée du niveau d'alerte auquel on est monté là ? Alors c'est assez compliqué de le savoir parce que la doctrine russe n'est pas transparente sur le sujet. C'est par exemple très différent du système américain DEFCON qui est rendu public et dont vous pouvez trouver l'échelle sur Wikipédia. Là, certains analystes estiment que l'échelle va de 1 à 4 et qu'on est passé du niveau 1 à 2. Et donc ça s'est traduit pour le moment par une augmentation du nombre de personnels présents dans les bases de la force stratégique russe. Et Olivier Kempf, cet arsenal nucléaire russe, est-ce qu'on sait tout de lui en quelque sorte ? C'est-à-dire dans quel état est-il ? Est-ce qu'il est par exemple d'ailleurs soumis à des expertises, à des experts internationaux, à des contrôles ou pas ? Alors, la guerre froide dont nous sommes sortis, c'était il y a longtemps, avait inventé finalement, à travers 20 à 25 ans de détente, tout un tas de systèmes de contrôle des armements, et notamment de contrôle des armements nucléaires. Malheureusement, ce système a été délaissé au cours des 20 dernières années. Les États-Unis sont sortis du traité ABM, ils sont sortis récemment du traité FNI, Force nucléaire intermédiaire, et donc on a beaucoup moins de moyens, je dirais, régulés par les traités d'observer. Après, on a toujours les satellites pour observer ce qui se passe et personne ne doute du sérieux, et de la qualité et de l'opérationnalité, si je peux m'exprimer ainsi, du dispositif nucléaire américain, russe. Les forces nucléaires sont toujours les mieux soignées, les plus professionnelles de l'ensemble des puissances
nucléaire au monde. Maximo, pour autant, il y a quelques semaines à peine, au début de l'année, la Russie a signé avec l'ensemble des membres du Conseil de sécurité un nouveau traité nucléaire, justement, s'engageant à ne pas faire la guerre nucléaire, parce qu'elle ne peut pas être gagnée, précise ce texte. Absolument, mais si vous voulez, la dimension nucléaire dans cette crise était implicite depuis le début, vu ce qu'est la Russie. Vu aussi, il faudrait le rappeler, le fait que l'Ukraine, qui était une puissance nucléaire, qui acceptait de donner ses armes nucléaires en 1994 avec le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité de ses frontières, n'aurait probablement pas été attaquée de la même manière aujourd'hui si elle avait gardé ses armes nucléaires. Mais en dehors même de ça, au fur et à mesure que Poutine a fait monter la tension et qu'il a lancé l'opération, l'aspect nucléaire est devenu de plus en plus évident. Devant Emmanuel Macron, il a rappelé d'abord un peu lourdement que la Russie était une puissance nucléaire, puis dans les deux discours, celui où il a annoncé la reconnaissance des deux républiques du Donbass, puis celui où il a annoncé l'invasion, il a explicitement on ne l'entendait pas, vous voulez dire, c'est ça voilà, il y a le nucléaire, et les pays qui s'opposeront à nous subiront des conséquences historiques comme ils n'en ont jamais connues. Plusieurs traités concernant les armes nucléaires ont été signés depuis l'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis à Hiroshima et à Nagasaki. Ces traités n'ont pas toujours été respectés, mais le dernier traité le plus important, celui que l'on appelle le TIAM, c'est-à-dire traité d'interdiction de l'arme nucléaire, n'a pas été signé par les 5 grandes puissances nucléaires, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la Paix, nous en parle. On est aujourd'hui le 22 janvier 2021. C'est le jour où le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté aux Nations Unies le 7 juillet 2017, est entré en vigueur. Il a été voté par 125 États à l'Assemblée générale des Nations Unies, signé par 86 et ratifié par 51. Il devient la loi internationale et il pose définitivement l'illégalité des armes nucléaires et il pose aussi un outil pour aller vers cette élimination. Donc aujourd'hui, 3 objectifs. Marquer que cette lutte, ce résultat est le résultat de lutte depuis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, depuis l'appel d'Albert Camus, depuis l'appel de Stockholm, toutes les manifestations qui ont eu dans le monde. Hier, j'étais à Paris. On a eu un message qui nous a été envoyé d'ailleurs, nous aussi à Rennes, des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki qui depuis 3 ans collectent des pétitions pour que ce traité rentre en vigueur. Ils ont obtenu près de 2 millions de signatures à travers le monde. Donc premier objectif, on fête les peuples qui se sont unis pour obtenir ça. Le deuxième objectif, il faut cibler les responsabilités. C'est un point d'arrivée, une victoire, et c'est un point de départ. Le départ d'un autre processus dans lequel il va falloir se battre. Et contre qui? Contre essentiellement les 9 puissances qui ont des armes nucléaires, et en particulier les 5 puissances membres du Conseil de sécurité. Hier, nous avons été en délégation devant les ambassades des 5 principales puissances nucléaires du monde, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Assemblée nationale française. Donc voilà le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de lancer le processus aujourd'hui pour développer les luttes dans les semaines et les mois à venir pour que la France, ici, puisque nous sommes en France, et tous les 2 pays dotés de l'arme nucléaire s'engagent dans la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est la bataille des jours qui vont venir. Et là, nous, on a eu hier des messages du monde entier, du Japon, on en a eu d'Algérie, des gens qui ont subi les essais nucléaires en Algérie, des Hibakusha qui ont subi des bombes atomiques. On en a eu du Mexique, on en a eu des États-Unis, de Russie, d'Inde, de Tunisie, j'ai dit, l'Algérie, d'Allemagne. Les amis d'Erlangen avec lesquels on est jumelés nous ont envoyé des messages. C'est dans le monde entier qu'aujourd'hui se déroulent des choses comme ça. En France, il y a à peu près 60 villes dans lesquelles le mouvement de la paix, mais pas seulement lui, puisque cette journée d'action était aussi organisée par le collectif des marches pour la paix. Ici, dans ma ville, on organise, ici ailleurs, le 21 septembre, des marches qui sont soutenues par 180 organisations. Et donc ces organisations appellent aussi à mettre en œuvre le traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà en gros nos objectifs. Les armes nucléaires sont illégales, elles sont moralement inadmissibles, donc elles sont aussi en dehors de la loi éthique. Elles sont financièrement
une insulte et un crime contre l'humanité à une période où on a à résoudre la question du réchauffement anthropique du climat, la question de la pandémie et des pandémies à venir, de trouver des vaccins pour le monde entier, dépenser des centaines de milliards. Aujourd'hui en France, il y a une banderole qui le montre là derrière, c'est 100 milliards d'euros que le gouvernement propose de dépenser pour renouveler l'ensemble de ces armes nucléaires. Et pour nous, par exemple en Bretagne, pour renouveler les sous-marins nucléaires de l'île Long. Aux États-Unis, c'est à peu près 1000 milliards sur la même période qui sont prévus pour moderniser les armes nucléaires. Et en Russie, on va de la même chose. Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit. Va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Yeah. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme doit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Dans tous les cabarets sans fond où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied du tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Oui, rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme doit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près des montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Ouais, rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme doit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je fuis ma vie en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit, loin de tout cortège. Oh, venez, levez-vous, venez par ici, devant et derrière. Nous n'avons que faux amis, faux amours et faux frères. Vois-tu la sorcière ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge? Plus rien ne va ici déjà sur mon chemin de terre, mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme doit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme, quoi. Après cette chanson en français de l'artiste russe Vladimir Vitovski, Rien ne va, nous revenons à notre sujet, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire dans la guerre en Ukraine,
Et nous rappelons par la même occasion que ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Grande-Bretagne, ni même la France n'ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce traité qui a été voté en 2021. Alors la Russie, comme d'ailleurs les autres pays nucléarisés, sont donc dans l'illégalité et l'utilisation de ces armes sera considérée bien sûr comme un crime contre l'humanité. Alors le député Lecoq avait posé en 2021 la question à l'Assemblée nationale française en s'adressant au ministre des Affaires étrangères Yves Le Drian. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Après des années de mobilisation, les ONG, les associations, les syndicats, les partis politiques ont permis à ce que ce 22 janvier entre en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Après le vote de 122 États en juillet 2017 et la ratification du 50e État il y a 90 jours, nous y sommes. Les États détenant les armes nucléaires entrent dans l'illégalité. Ce traité crée une dynamique à la fois pour les États non dotés qui n'en peuvent plus de cette inégalité. Un collègue disait récemment « le diable se cache dans les délais » et aussi pour les peuples qui partout sur la planète se battent pour un monde plus pacifique et libéré de cette épée de Damoclès nucléaire. Et ce n'est qu'un début. Démonstration a été faite de la dangerosité de cette arme lorsque l'on a appris que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a appelé les militaires américains à la désobéissance en cas d'ordre d'attaque nucléaire donné par le président Trump. Et que dire de la cyberattaque qui a eu lieu récemment aux États-Unis et qui aurait volé des données ultra sensibles de ces armes. Toutes les conditions se réunissent pour prendre conscience des risques et pour évoluer vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, comme l'exige l'article 6 du traité de non-prolifération et dont le TIAN permet la mise en œuvre concrète. Les initiatives bilatérales comme le traité New Start entre la Russie et les États-Unis qui a prorogé la semaine dernière sont importantes. Nous le considérons, nous députés communistes, à ce niveau. Mais elles sont insuffisantes. Monsieur le ministre, la France va-t-elle finir par reconnaître cette norme de droit international et rejoindre la dynamique partagée par certains membres de l'Union européenne? Comment respecter le principe de bonne foi du traité de non-prolifération sans vous appuyer sur le TIAN? Et enfin, suivre cette dynamique n'est-il pas le meilleur moyen pour la France de devenir un leader pour la paix en poussant les autres États dotés à participer à ce traité? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, la France n'a pas participé aux négociations du traité TIAN. La France n'est pas partie à ce traité et la France n'adhérera pas à ce traité. Et donc ce traité n'emporte pour nous aucune obligation juridique. Cette position est une position constante et elle est partagée par nos principaux partenaires internationaux. Nous ne le faisons pas parce que nous estimons que le TIAN n'apporte aucune plus-value de sécurité dans un contexte stratégique marqué par la dislocation de l'architecture internationale de sécurité et par les risques liés à la prolifération des armes nucléaires. Et donc, comme il n'y a pas en plus d'instruments de vérification et d'instruments rigoureux de clarification, il n'y aura aucune contribution concrète aux efforts que nous réalisons par ailleurs pour un désarmement nucléaire réaliste qui peut ne se faire que étape après étape. C'est ce que nous faisons dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire dont nous sommes partie prenante et que nous voulons voir se renforcer. C'est ce cadre d'action-là qu'il importe de préserver. Ce traité a été rentré en vigueur en 1970, il a permis des avancées et dans ce cadre-là, notre bilan national en termes de mesures concrètes et substantielle de désarmement nucléaire depuis 25 ans est particulièrement exemplaire parmi tous les États dotés, et vous le savez. Et ça ne date pas de cette présidence, ça a été entamé sous plusieurs présidences antérieures. Je pense à la fin de la composante terrestre, je pense encore au démantèlement de nos sites de production de matières fissiles, je pense à la fin des essais nucléaires. C'est dans cette logique que le président de la République a prononcé un discours à l'école de guerre en février dernier pour proposer un agenda concret pour progresser dans la voie du désarmement nucléaire, parce que, monsieur le député, le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit pas à pas, et ça sera l'occasion de le faire encore lors de la conférence d'examen du traité de non-prolifération qui va avoir lieu au cours de cette année 2021.
On a donc bien compris à travers les propos du ministre Le Drian que la France, pas plus que les autres nations d'ailleurs qui possèdent l'arme nucléaire, que la France n'a aucune intention d'aller vers le désarmement. Et cela fait donc de la France une cible pour les autres puissances nucléaires. Ceci d'ailleurs commence à inquiéter les populations proches des sites où sont entreposées ces armes nucléaires, et notamment en Bretagne. Alors nous allons écouter les craintes d'un militant antimilitariste breton. Vladimir Poutine a déclaré ce dimanche mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Par ces mots, le président russe a ramené sur le devant de la scène la menace et la dissuasion nucléaire. Et en Bretagne, ces mots résonnent fort car la région est l'un des hauts lieux stratégiques de la dissuasion nucléaire avec la base de l'île Longue à Brest. Alors nous allons décrypter les mots de Vladimir Poutine avec notre invité Rolande Pénoros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UEP, l'Université européenne de la paix. Vous êtes aussi membre du CIAN 29, le collectif pour l'interdiction des armes nucléaires. Merci d'être avec nous. Une réaction rapidement déjà à la situation en Europe, à ces propos de Vladimir Poutine en tant que militant pour l'interdiction des armes nucléaires. Comment est-ce que vous avez perçu cette menace ? Comme quelque chose d'extrêmement préoccupant pour la situation que vivent les Ukrainiens sur leur territoire, mais aussi au-delà de ces territoires, parce que ce que dit le président Poutine, de façon un peu pas très nette, mais on comprend bien l'allusion, c'est que si les puissances occidentales réagissent à son agression de l'Ukraine, ils en subiront les conséquences, et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Pour revenir en Bretagne, les regards, effectivement, dans ce contexte, se tournent évidemment vers l'île Longue. C'est la base des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de l'armée française. La France compte aussi des Rafales capables de lancer ces missiles nucléaires. Si on explicite, ça veut dire quoi, missile à ogive nucléaire ? De quoi est-ce qu'on parle précisément ? On est capable d'envoyer quoi, nous, les Français ? Les Français, ils ont leur petite force de dissuasion nucléaire qui est constituée essentiellement des missiles nucléaires de sa force océanique. Il faut savoir des sous-marins. Il faut savoir, dans un sous-marin, il y a 16 tubes lance-missiles. Alors c'est un problème de multiplication qu'il faut le faire. On peut mettre un missile dans chacun de ces 16 tubes, et ces missiles peuvent avoir 6 têtes nucléaires. Ce qui fait beaucoup de nucléaire. Quelle force ça représente ? 16 que multiplie 6, ça fait 96. Et chacun de ces têtes nucléaires a une force de destruction 10 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. D'accord, ça veut dire qu'on vise quoi ? Une ville, par exemple ? Et on détruit une ville entière ? C'est le but de la dissuasion. D'accord. Si on revient à Brest, qu'est-ce qui est stocké ici ? Ces missiles, ils sont stockés à l'île Longue, précisément. Ça veut dire que c'est un point stratégique d'attaque aussi pour les Russes ? Absolument, absolument. C'est pourquoi, dans le cadre du CIAN 29, vous savez qu'il y a eu un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté à l'ONU par 122 pays en 2017. Et c'est à cette époque-là que le CIAN s'est constitué pour demander que la France et que tous les pays dotés de l'arme nucléaire y renoncent, parce que c'est une arme beaucoup trop dangereuse. On s'en aperçoit aujourd'hui dès lors qu'elle est dans la main d'un fou. Alors, on a entendu vos chiffres, l'arithmétique sur ce sujet, et évidemment, ce sujet inquiète la population. Bien sûr, nous sommes allés poser la question aux Brestois, et clairement, les menaces du président russe Vladimir Poutine ont été entendues dans la cité du Ponant. Écoutez ses réactions au micro de Valérie Leroux-Collédon. C'est un peu une peur inconsciente, je pense. On sait que l'île Longue est là, mais aujourd'hui, elle est vraiment là. Savoir aussi qu'on a les sous-marins à Brest, c'est pas très rassurant du tout. Non, on vient juste d'être parents là. C'est inquiétant pour le monde qui va arriver là, parce que je pense qu'on est parti dans une autre ère. Hein. La menace nucléaire, après, on essaie de pas y penser. Compte tenu du fait que je suis résident espagnol, résident occasionnellement à Brest, si l'aggravation se confirmait, je prendrais ma voiture et je descendrais immédiatement en Espagne. Et on a eu quelques interrogations et on a eu des coups de fil pour des pastilles, pour des demandes de pastilles d'iode. Donc on leur dit que oui, on en a, mais que la dispensation de ces pastilles est soumise à une autorisation, il me semble, par le préfet. Mais ça va, pour l'instant, ça va.
Alors pour précision, c'est effectivement la préfecture qui donne l'ordre de distribuer ces pastilles d'iode et à l'heure actuelle, elle ne nous a pas donné d'informations sur le sujet, sur le protocole. Les Russes, on a parlé des armes françaises, les Russes sont les mieux dotés en armes nucléaires sur la scène internationale et le pays serait notamment doté d'un missile surnommé Satan II, un missile nucléaire qui serait le plus puissant du monde et qui pourrait détruire un pays comme la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Satan II ? Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de Satan II. Les armes nucléaires, et qu'elles soient de générations précédentes, seront d'une puissance telle que de toute façon, si le conflit s'engage, le risque, c'est de la disparition de la vie sur la Terre. Je vous disais tout à l'heure ce que l'on a à Brest. Tout ça mis, on a trois sous-marins qui peuvent être équipés de ces forces-là. Ça correspond à une capacité de détruire le quart de la population du monde, ce que l'on a à Brest. Alors, les Russes et les Américains, ils ont 10 fois, 20 fois plus, avec des produits qui sont de plus en plus sophistiqués, mais même avec des produits rustiques comme l'on a, c'est extrêmement dangereux. Et c'est très dangereux lorsqu'ils sont à la disposition d'une personne qui est déséquilibrée, d'un responsable. On n'avait jamais pensé à ça. Nous, à l'Université européenne de la paix, jamais on avait pensé, on avait toujours pensé au risque du nucléaire, mais cette idée que ça serait un gouvernant qui pourrait, parce qu'il est déséquilibré, on n'y avait pas pensé. On aurait dû commencer... Le scénario terrorisme qui... Beaucoup plus à des choses comme ça, des interférences. Vous connaissez le film Le Chant du Loup, tout à fait dans cette configuration. Français, ouais. Mais ça, on aurait pu commencer à s'en douter quand même à la fin du mandat de Trump. Parce que rappelez-vous, ce fin de mandat a été très difficile et il a amené le chef d'état-major des forces armées américaines à prendre contact avec son homologue chinois pour dire « nous ferons tout pour empêcher le président d'appuyer sur le bouton ». Donc ça veut dire que des personnes déséquilibrées peuvent aussi bien en dictature qu'en démocratie arriver. C'est une arme qui échappe complètement aujourd'hui aux dirigeants. Complètement. Et c'est pourquoi il est plus urgent, si l'on veut avoir un avenir sur cette terre, de s'en débarrasser. En décembre 2017, justement, le prix Nobel de la paix est décerné à l'ICANN qui milite pour l'abolition des armes nucléaires. En 2022, on a une menace réelle, vous l'avez bien expliqué, une menace réelle depuis la guerre froide sur ce sujet. Est-ce que vous avez espoir que cette situation, si elle se résout plutôt positivement, fasse faire machine arrière aux institutions, ou c'est un enjeu trop économique et trop géopolitique important ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui sur le nucléaire ? Il faut revenir en arrière, mais ça se discute. Je pense que si on se sort de la situation dans laquelle on est, qui est extrêmement grave... Ça lancera un grand débat sur le sujet ? La question va véritablement se poser. On est là avec une arme. On avait construit cette arme dans une conception de dissuasion, c'est-à-dire... si quelqu'un nous agressait, on avait quoi le dissuader. On réfléchissait en faisant l'hypothèse que l'adversaire, il était raisonnable et il savait calculer les risques qu'il encourait. Aujourd'hui, on se trouve avec un adversaire quand on semble que ce type de raisonnement, ce n'est plus du tout de sa préoccupation. Et à ce moment-là, notre dissuasion, elle est complètement obsolète. Et donc, il va bien falloir réfléchir à trouver une autre forme de défense que cette forme qui est d'une autre époque. 5 pays sont officiellement dotés de l'arme nucléaire, 4 non officiellement, on va voir la liste à l'écran, ce qui représente près de 12 700 ogives sur Terre. Est-ce qu'il y avait eu malgré tout une baisse du nombre des armes nucléaires depuis la guerre froide ou on était plutôt dans une escalade ? Oui. Après la guerre froide et même avant son terme, il y avait eu des accords entre l'URSS de l'époque et les États-Unis pour réduire chacun de son côté le stock de missiles nucléaires. C'était les accords START et les accords SALT, je ne sais plus exactement dans quel ordre, sous contrôle, c'est-à-dire que des forces soviétiques venaient aux États-Unis vérifier la procédure de désarmement et vice-versa, ce qui faisait d'ailleurs une connaissance assez étonnante entre ces forces militaires de ces deux pays. Et puis ça s'est arrêté ces dernières périodes à partir de la fin des années 90 et puis on est reparti dans une phase de relance. Une petite dernière question, il nous reste quelques secondes. C'est la présidentielle dans un peu plus d'un mois. Quel serait votre souhait dans ce débat de campagne présidentielle sur ce sujet ? Eh bien que l'élu et que le candidat s'engage
pour la signature par la France de ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Ça me paraît la première chose à faire en ce domaine. Dans la guerre, c'est Clausewitz qui disait la guerre est un animal sauvage. Quand vous le sortez de la cage, vous ne savez pas où est-ce qu'il va aller. Et donc, vous avez le problème de l'escalade. Vous êtes toujours dans une mécanique d'escalade. Vous pouvez d'ailleurs déjà, nous pouvons observer une certaine escalade. Excusez-moi, je termine. Une certaine escalade des moyens et de la violence utilisée. Ça peut continuer et vous avez un seuil, un plafond, quelque chose qui change radicalement la chose et qui est le seuil nucléaire. À mon avis, c'est ça qu'a voulu dire Poutine et c'est pour ça que c'est à ce moment, dès le début, attention, chers amis, chères autres puissances nucléaires, il y a un plafond, faisons attention à mesurer nos actions et ne pas aller trop loin. Justement, vous évoquez cette escalade, on va y venir en se déplaçant de quelques kilomètres, si j'ose dire, parce que la Russie est montrée du doigt par l'ensemble de la communauté internationale, isolée, mais pas par tout le monde, puisqu'elle a encore un allié, de fait, la Russie, qui est la Biélorussie, laquelle est précisément en train de modifier, de corriger sa constitution, peut-être pour rendre service à son allié russe. Ouais, c'est tout récent et ça mérite en effet d'être observé, puisque dimanche dernier, un référendum, il était prévu, mais a été organisé dans le but d'apporter une série d'amendements à la Constitution dans ce nouveau texte qui aurait été approuvé par 65% des électeurs. A disparu l'obligation pour la Biélorussie de rester, je cite, une zone sans nucléaire, et ça c'est un point capital, puisque depuis 1994, vous le disiez également, la Biélorussie était définie comme un État neutre, n'abritant aucune arme nucléaire. Si on rentre dans le détail, le paragraphe 2 de l'article 18 a été remplacé par un simple engagement de non-agression armée contre d'autres États. Il n'est donc plus question ni d'État neutre, ni surtout d'État non nucléaire. Il faut rappeler également que le président biélorusse Loukachenko multiplie les signes d'allégeance depuis plusieurs semaines, puisque le jour même d'ailleurs du référendum, il a dit ceci: si vous les Occidentaux, transférez des armes nucléaires en Pologne ou en Lituanie, à nos frontières, donc je demanderai à Poutine de nous rendre les armes nucléaires que nous avions abandonnées sans aucune condition. On peut dire également que tout ceci, ça intervient dans un contexte de réchauffement, de rapprochement entre la Russie et la Biélorussie. Il y a une très très forte coopération militaire et il y a une doctrine commune, une doctrine militaire commune dont on ne connaît pas les détails d'ailleurs, Maximo. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quel est l'intérêt pour la Russie d'avoir la Biélorussie comme D'abord, avant-poste? il y a une stratégie de Poutine qui est celle de reconstituer le bloc slave, c'est-à-dire ce bloc qui était le pilier de l'Empire des Tsars, qui était finalement aussi le pilier de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, la petite Russie, qui était l'Ukraine, et la Russie blanche, qui est la Biélorussie. Donc, dans cette logique-là, il intègre Loukachenko, surtout que Loukachenko... Il soumet, donc Loukachenko est volontaire, il était contesté dans la rue après des élections trafiquées présidentielles. Loukachenko n'a survécu que grâce à Poutine. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le troisième aspect, c'est prendre l'Ukraine, et comme ça, son but est de reconstituer donc, ce bloc slave. Et c'est dans cette logique totalement politique que lui lance les menaces, parce que, effectivement, ce qu'il veut, c'est, disons, intimider les Occidentaux. Qu'est-ce que ça en disant, changerait nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Si la Russie pouvait placer des missiles nucléaires en Biélorussie, qu'est-ce que ça changerait? Fondamentalement, pas grand-chose, d'autant que l'on oublie que la Russie a Kaliningrad, l'enclave de Kaliningrad, où en 2014, après la Crimée, un an plus tard, dans un documentaire télévisé, Poutine expliquait que pendant la crise de l'annexion de la Crimée, non seulement il aurait été prêt à déployer des moyens nucléaires, mais y compris à envoyer des missiles potentiellement nucléaires Iskander à Kaliningrad, qui est au milieu de l'Europe, c'est entre la Pologne et la Lituanie. Donc ça ne change rien. Pas grand-chose. La Tsar Bomba est la bombe la plus puissante de l'histoire. Elle est considérée comme la raison qui a forcé les puissances nucléaires à se tourner vers la paix. Je ne me sens pas à l'aise à côté de cette bombe. Elle m'oppresse psychologiquement. Au premier regard, je ressens de la fierté. Mais quand je m'approche et que je réfléchis à ce qu'elle pourrait faire, Dieu nous en préserve, je ne me sens pas bien. Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так, а теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет.
И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Un palier semble avoir été franchi et les spécialistes s'interrogent. Could Putin really start a nuclear war? Voici ce que dit François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Le président Poutine nous a habitués à ce qu'il fasse ce qu'il dit qu'il ferait. Donc on ne peut pas prendre à la légère des déclarations qu'il peut faire, aussi folles puissent-elles paraître. Donc les chancelleries sont bien obligées de partir du principe qu'il y a un vrai risque. Il faut rappeler d'abord la puissance nucléaire de la Russie. Avec 6000 ogives nucléaires, dont 1500 déployées et donc parfaitement opérationnelles, la Russie possède le plus gros arsenal nucléaire du monde, devant les États-Unis. 2000 sont des armes nucléaires dites tactiques. Les États-Unis en compteraient 200, dont une centaine stationnées en Europe. Si l'arme nucléaire est avant tout une arme de dissuasion, donc stratégique, ce qu'on vous expliquait dans cette vidéo. Depuis les débuts de la guerre froide, la bombe atomique est donc d'abord une arme de dissuasion servant un usage de politique internationale. En Russie, il y a depuis quelques années une doctrine militaire qui prévoit la possibilité de frappes nucléaires tactiques préventives. Ces armes nucléaires de courte portée et moins puissantes sont destinées à être utilisées dans des batailles en première ligne. Le fait que ces armes soient dites tactiques est un sujet de très grande indifférence. Une arme stratégique aura une portée plus longue qu'une arme tactique. C'est ça qui en fait la différence. Mais si vous habitez à 300 km, le fait de savoir qu'elle est tactique plutôt que stratégique ne vous sera d'aucune utilité. Vous serez incinéré et vitrifié dans exactement les mêmes conditions que si vous étiez frappé par une arme dite stratégique. L'essentiel, c'est bien le franchissement actuellement sémantique entre les armes, j'allais dire, ordinaires et les armes nucléaires. Depuis les années 90, les armes nucléaires ont été bannies des anciennes républiques socialistes soviétiques. Mais ces derniers jours, la Biélorussie s'est donné les moyens de placer sur son territoire des armes nucléaires, après un référendum qui modifie la constitution du pays. On pourrait donc imaginer un déploiement d'armes à courte portée, comme les missiles balistiques Iskander, qui sont actuellement déployés à la frontière avec l'Ukraine. Cela signifierait que la Pologne et les pays baltes seraient à portée de ces missiles. Ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais il faut le constater, certaines puissances nucléaires ont tendance à développer de nouvelles armes nucléaires à faible rendement. On l'a vu avec la nouvelle posture nucléaire à l'époque de l'administration Trump, où on disait, grosso modo, qu'on pourrait utiliser de telles armes de manière très circonscrite dans certains contextes. Et Trump a même dit d'ailleurs que de telles armes pourraient éventuellement être utilisées en riposte à des cyberattaques massives. Il y a un deuxième problème, c'est la question de la dissuasion nucléaire qui nous a réservé une stabilité durant la guerre froide, mais cette dissuasion nucléaire aujourd'hui, elle est battue en brèche par l'avènement des nouvelles technologies, que ce soit sur Terre, dans l'espace, et du coup, la perte de terrain de cette dissuasion nucléaire pourrait banaliser d'une certaine manière les armes nucléaires. Mais selon certains spécialistes, des missiles intercontinentaux pourraient également être déployés comme moyen de dissuasion. Dans l'arsenal russe, on trouve encore des 9 M79, missiles de croisière à courte et moyenne portée, des ICBM Topol, missiles longue portée, qui pourraient être lancés depuis les anciens sites de lancement de SS-25 en Biélorussie, si ceux-ci sont encore intacts. Des avions basés à Kaliningrad, enclave russe, qui pourraient se poser durablement en Biélorussie. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu beaucoup de précisions techniques sur les armes nucléaires qui menacent le monde entier. À l'Union pacifiste, nous sommes bien sûr contre l'armement nucléaire, mais aussi contre tous les armements qui permettent de conduire les guerres.
Alors, les importants budgets dont on a entendu parler, consacrés par l'Europe pour des achats d'armes, nous inquiètent bien sûr, comme nous inquiètent aussi les livraisons d'armement des deux côtés du champ de bataille. Alors voici ce que nous avons entendu d'ailleurs dans l'émission C'est politique de France 5 le 20 mars, concernant d'abord l'Ukraine. Les Ukrainiens se forment depuis 8 ans grâce à l'aide discrète d'agents de la CIA et d'experts militaires envoyés en Ukraine. On estime qu'il y a près de 10 000 Ukrainiens qui ont bénéficié d'une formation par des instructeurs américains entre 2015 et 2019, sur place et aussi aux États-Unis, puisqu'il y a 370 gradés, on estime à peu près à 370 nombre de gradés ukrainiens qui ont été accueillis dans les écoles du département de la Défense aux USA. Et pendant tout ce laps de temps, les Américains, en lien avec l'OTAN, ont aidé à la création de forces spéciales ukrainiennes. 2000 hommes ont reçu une formation. Anna Konaré-Beda, vous vouliez réagir, je crois. Effectivement, ces programmes de coopération, je pense qu'ils n'étaient pas fermé ni secret. Hein. C'est juste qu'on n'y a pas forcément fait attention sur ces années. Hein. L'Ukraine est en guerre. Faut le répéter encore une fois. Hein, l'Ukraine, la Russie, voilà, la Russie fait la guerre à l'Ukraine depuis 8 ans, et donc pendant ces 8 années, effectivement, il y a eu des programmes de coopération dans différents domaines, dans la formation militaire, mais aussi dans la gestion de l'armée, dans les bonnes pratiques, dans la réhabilitation des vétérans de guerre, dans les tout un tas de domaines. Donc ça a contribué effectivement à la modernisation de ces forces armées. Cédric Masse. On peut ajouter deux choses. Déjà, il y a eu une épuration parce que l'armée ukrainienne de 2014 était quand même très infiltrée par des éléments russophiles. Hein, et il y a eu une grosse épuration. Ils ont choisi leur camp lors des scissions de 2014-2015. Dès 2015, il y a quand même déjà eu des contre-offensives des forces ukrainiennes qui ont nécessité l'intervention de l'armée russe directement, qui s'est impliquée. Ilovaisk et quelques autres batailles, dont les Ukrainiens qui les ont marquées. En ce qui concerne la coopération avec l'OTAN, elle n'est pas du tout secrète, elle est tout à fait officielle. Vous avez une base en Ukraine qui forme chaque année 5 bataillons ukrainiens au standard OTAN. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas équipés des mêmes armements que l'armée américaine, l'armée britannique ou l'armée française, puisqu'ils conservent encore l'essentiel de l'armement de l'ex-pacte de Varsovie, il n'en demeure pas moins qu'ils sont formés notamment aux standards modernes en termes de sous-officiers et d'encadrement intermédiaire. Et ça, c'est très important parce que c'est un des points qui fait la différence aujourd'hui sur le terrain tactiquement, surtout en combat urbain. Quand vous avez des groupes de combat qui ne sont pas menés par des sous-officiers qui sont au standard OTAN, on voit tout de suite la différence. Effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit. Depuis 2014, il y a eu non seulement une professionnalisation, et pas uniquement avec les Américains. Hein. Il y a beaucoup il y a un management professionnel militaire qui s'est installé en Ukraine grâce à la coopération avec de nombreuses armées et les armées européennes aussi. Et surtout, il y a eu un réveil patriotique en 2014 qu'ils n'ont pas connu auparavant. Il y a eu une adhésion massive à l'unité nationale à partir de l'annexion de la Crimée, et évidemment la guerre dans le Donbass n'a fait que entériner cela. Je ne suis pas certaine qu'avant 2014, on aurait eu le même mouvement populaire, général, dans les forces vives de la nation, et pas que. Hein, vous avez dit, les grands-pères et les grands-mères prennent aussi les armes ou font d'autres choses quand c'est nécessaire. Et effectivement, c'est le management militaire qui fonctionne parfaitement bien parce qu'ils se sont entraînés, ils se sont préparés, ils se sont formés. Et ce niveau de couches différentes d'engagés, il faut citer quand même les 320 000 Ukrainiens qui sont rentrés combattre alors qu'ils étaient expatriés dans d'autres pays. Et 320 000 et 20 000 volontaires étrangers qui ont rejoint la Légion et qui se font former au terrain ukrainien. Donc c'est aussi des forces complémentaires. En écoutant le 20 mars les intervenantes et les intervenants sur le plateau de l'émission C'est politique, on comprend que la guerre d'aujourd'hui en Ukraine a été préparée de longue date, dans les deux camps d'ailleurs, et que les livraisons d'armes ont été abondantes et se poursuivent à grande échelle pendant le conflit. C'est un pont aérien, jusqu'à 18 avions gros porteurs par jour, avec à leur bord des tonnes d'armes et d'assistance militaire. C'est par cette base en Pologne que transitent les livraisons promises à l'armée ukrainienne par une vingtaine de pays occidentaux. Des lance-roquettes anti-chars, des missiles anti-aériens, des fusils d'assaut, des munitions, mais aussi des rations alimentaires. Des opérations menées 24 heures sur 24, dans la plus grande discrétion. Ce n'est pas possible de filmer, ni de nous parler ici. Donc on doit partir ? Oui.
Impossible donc de savoir précisément ce qu'il y a dans ces conteneurs, transportés par 6 camions de l'armée française qui entrent dans la base. Les marchandises sont ensuite chargées dans d'autres camions à l'apparence plus neutre. Ils ressortent et prennent la route par convoi d'une vingtaine de véhicules en direction de la frontière ukrainienne. Un balai qui intrigue depuis quelques jours les habitants de la région. Toutes les demi-heures, il y a un avion qui se pose ici. Des avions qu'on n'avait jamais vus. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Selon le Pentagone, toute cette aide militaire livrée à l'Ukraine est pour l'instant efficace pour ralentir l'avancée des forces russes. Mais pas question à ce stade pour l'OTAN d'aller au-delà, même si des moyens humains sont aussi prépositionnés. Des milliers de soldats de pays membres de l'OTAN sont arrivés en renfort dans toutes les bases de la région. Ils participent régulièrement à des exercices afin de renforcer la coordination militaire entre les pays membres de l'Alliance Atlantique. Si les marchands d'armes français participent largement à la livraison d'armes pendant le conflit en Ukraine, ce qui les enrichit, et ils s'étaient déjà enrichis auparavant en vendant des armes à l'armée russe. Alors c'est ce que nous révèlent les journalistes de Disclose. Les blindés russes impliqués en Ukraine sont-ils équipés de caméras thermiques françaises, les avions, les hélicoptères russes d'un système de navigation français? Selon nos confrères de Disclose, la France aurait ainsi livré des équipements militaires à la Russie entre 2015 et 2020, malgré l'embargo européen sur les armes à destination de Moscou. Le site internet s'appuie sur des documents confidentiels défense, mais aussi sur des informations publiques. Jade Lévin. Des technologies militaires françaises, dernier cri, équipent-elles l'armée russe en Ukraine? Oui, si l'on en croit le média d'investigation en ligne Disclose dans sa toute dernière enquête. Selon le site, la France a discrètement fourni l'armée russe entre 2015 et 2020 pour moderniser ses troupes terrestres et aériennes. Pourtant, depuis août 2014 et le début de la guerre dans le Donbass, l'Union européenne impose un embargo sur les armes en provenance et à destination de la Russie. Mais d'après le média d'investigation, la France a profité d'une brèche juridique. L'embargo n'étant pas rétroactif, les gouvernements de François Hollande et d'Emmanuel Macron ont choisi de maintenir ces livraisons liées à des contrats signés avant la mise en œuvre de ces sanctions. La France a permis l'exécution de certains contrats passés depuis 2014 au titre de la clause dite du grand-père. Un contrat conclu avant l'annexion de la Crimée peut aller à son terme et les livraisons d'équipements achetés avant juillet 2014 peuvent être poursuivies. Depuis 2015, Paris a délivré 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie pour un montant total de 152 millions d'euros. Pas d'armes létales, mais des équipements de haute technologie, parmi lesquels des caméras thermiques destinées à équiper plus de 1000 tanks russes, des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la force aérienne russe. Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыты работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красных флажков.
повиновения вышел. За флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто работы. Кровь на снегу и пятна-красные флажков. Après cette chanson de Vladimir Vysotsky, intitulée La chasse au loup, chanson dans laquelle l'artiste crie sa désobéissance, je vous remercie d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous parlons aujourd'hui de la guerre en Ukraine et des menaces que l'arme nucléaire fait peser sur l'ensemble du monde. Mais le danger ne vient pas seulement de l'arme nucléaire. Il vient aussi du nucléaire civil, parce que l'Ukraine est équipée d'une quinzaine de réacteurs et que la catastrophe de Tchernobyl, cette centrale qui est située à peu près à 100 km au nord de Kiev, Tchernobyl a laissé un sentiment d'épouvante en Europe depuis son explosion survenue dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Aujourd'hui, c'est l'armée russe qui occupe la centrale de Tchernobyl et dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, l'armée russe a aussi pilonné la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les bombardements ont déclenché un incendie sur le site, les images ont provoqué des sueurs froides dans toute l'Europe, accentuées par les messages alarmistes des autorités ukrainiennes évoquant la catastrophe de Tchernobyl. Alors le nucléaire civil est donc encore plus dangereux en temps de guerre qu'en temps de paix. C'est ce que Patrick Farbias et l'équipe du PEPS, c'est-à-dire le Mouvement politique d'écologie populaire et sociale, a rappelé au cours d'une visioconférence le 14 mars 2022. Emmanuel Macron a décidé de relancer le nucléaire avec la construction de nouveaux EPR, dont il faut rappeler déjà qu'il ne marche, dont le premier ne marche pas de toute façon, et coûte une blinde. Et puis il a annoncé aussi la création de mini-centrales disséminées sur tout le territoire. En même temps, il y a avec maintenant 17 jours, je crois que la guerre en Ukraine a commencé à reposer la question de Tchernobyl, la centrale où il y avait eu cet accident effroyable en 1986 et où les Russes ont occupé cette centrale et ensuite ont bombardé une centrale en activité. Donc ces deux questions vont évidemment faire l'objet d'une partie de notre débat, puisque c'est stop ou encore le nucléaire. Le premier intervenant, donc c'est Stéphane Homme, qui est un militant, un des fondateurs du réseau Sortir du nucléaire, qui n'y est plus et qui a créé l'observatoire du nucléaire et qui depuis des dizaines d'années milite sur cette question et tient d'ailleurs une rubrique dans le journal la décroissance. Ça permet d'illustrer le fait que, eh bien, en particulier un pays doté d'installations nucléaires, comme par exemple à tout hasard la France, eh bien, est extrêmement vulnérable en cas de conflit. Alors c'est vrai qu'on vient de traverser une période de plusieurs décennies où, alors ça serait un petit peu exagéré, même ça serait complètement faux de dire qu'il n'y a pas eu de guerre, parce que pendant 40-50 ans, il y a eu des guerres régionales, mais qui étaient, on va dire, délocalisées. Alors entre les différentes grandes puissances, pendant longtemps, c'était l'URSS contre les États-Unis. Alors ils se battaient par procuration en Afrique ou en Asie ou dans d'autres endroits, mais c'est vrai que nous, en particulier en Europe, on a été extrêmement protégés. Donc pendant plusieurs décennies, on a été bien protégés et finalement, on s'aperçoit que la guerre, malheureusement, peut revenir près de chez nous. Alors pour le moment, ça reste en Ukraine, mais on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer. Si jamais Poutine est vraiment mis en échec, il peut être tenté de commencer à balancer quelques petites bombes lunettes
atomique, voire après, ou au contraire, s'il réussit à prendre l'Ukraine, après il va se sentir pousser des ailes et commencer peut-être à envahir d'autres pays, et donc en cas de riposte, on peut avoir des ripostes nucléaires. On peut imaginer, malheureusement, mais on doit imaginer des conflits qui viendraient aussi sur le territoire, en l'occurrence français. Et donc on a 18 centrales nucléaires en fonction, une qui vient juste d'être arrêtée Fessenheim, et puis des dizaines d'autres sites nucléaires sur notre territoire. Et ces sites, eh bien, constituent malheureusement des cibles parfaites pour qui voudrait nuire à la population française, enfin à la France en tout cas. Voilà, donc évidemment la situation actuelle illustre la question du nucléaire sous un angle brûlant. Et alors qu'il y a peu de temps, quelques semaines à peine, le président de la République actuel, Monsieur Macron, actuel et peut-être futur, eh bien, vient d'annoncer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Bon, alors bonjour à tous. Donc, moi je me présente, je fais partie du collectif Antinucléaire Ouest, entre autres, et puis je fais partie aussi du collectif Mines Uranium aussi. Donc, j'ai travaillé aussi avec la CRIRAD pour la question des mines d'uranium et aussi du démantèlement de Brennelis. Non, j'ai mis un petit mot parce que j'ai vu quelqu'un qui parlait de l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire, dont on nous rabat les oreilles. C'est l'uranium vient actuellement majoritairement du Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, c'est sous influence de la Russie, de Poutine. Donc on parle beaucoup du gaz qui fournit à l'Allemagne, mais l'uranium, c'est motus, c'est bouche cousue dans les médias dominants. Donc je voulais dire ça, et j'avais mis une petite remarque que quelqu'un m'a dit que Eli Cohen aurait prétendu sur une radio, c'est un économiste, Eli Cohen, que nous serions indépendants grâce au MOX. Le MOX, c'est un mélange d'uranium et de plutonium qui est utilisé dans quelques réacteurs en France et dans une petite proportion. Je n'ai pas de mémoire, mais c'est moins de 30% en tout cas. Ça doit être plutôt de l'ordre de 10%. Je sais pas le chiffre en tête. Donc voilà. En disant moins de 30%, je sais que je suis bonne parce que c'est loin de ça et c'est beaucoup plus faible que cela. Et il faut savoir que EDF est très réticent à l'emploi de MOX parce que ça malmène les réacteurs. Donc voilà ce que je voulais un petit peu dire par rapport au combustible qu'on utilise. Tu as souligné un problème très très important qui est effectivement la question de l'uranium qui est un des problèmes à mon sens aujourd'hui dans la question du Sahel et de l'engagement de l'armée française dans toute cette zone pour protéger justement la production de l'uranium qui est indispensable au nucléaire civil comme au nucléaire militaire et donc la guerre menée par les Français dans le Sahara, c'est pas simplement la lutte contre l'islamisme, c'est aussi la lutte pour la protection d'abord de l'uranium. Sur l'indépendance, Chantal indiquait effectivement la provenance de l'uranium. On peut dire qu'à 100%, l'uranium provient de l'étranger, que ce soit effectivement du Kazakhstan, du Niger, du Canada ou de l'Afrique du Sud. Donc, du point de vue de la fourniture de l'uranium, on est dépendant et non pas indépendant. Et puis, souvenons-nous que les réacteurs nucléaires dits français sont sous licence ou étaient encore sous licence américaine. En tous les cas, les plans des réacteurs sont de chez Westinghouse. Donc, on n'est pas indépendant. Et je rajouterais cerise sur le gâteau pour la bombe nucléaire tricolore qui, soi-disant, assure notre indépendance depuis De Gaulle. Le système d'allumage, la tête d'allumage des bombes nucléaires a été fourni par la Grande-Bretagne, par les services secrets de Grande-Bretagne, parce que le commissariat à l'énergie atomique ne parvenait pas à mettre au point le système d'allumage de la bombe. Donc, on est triplement dépendant de l'étranger pour ce qui concerne le nucléaire. Oui, il est surtout traité à Malvézy, dans la région de Narbonne, et on sait que les gens là-bas ne sont pas très d'accord sur les conséquences locales du traitement, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont été
impacter sur ce problème-là, quoi. Alors, deuxième point, moi je voulais dire, tout à l'heure on parlait de nos centrales qui étaient loin d'être sûres. Il faut rappeler quand même que Greenpeace, à un moment donné, s'est permis tranquillement de mettre des bandeaux sur les centrales, tranquillement, sans que personne ne dise rien ou presque. Donc, nos centrales, ce sont des centrales qui ne sont pas sûres. Pour compléter ce qu'a dit Angèle, je pense qu'avec CIGEO, c'est-à-dire l'enfouissement proposé par le projet CIGEO, qui n'est donc pas décidé, sur lequel on peut donc encore discuter pendant un certain temps pour essayer d'obtenir des résultats, il y a deux questions. La première, c'est la question qui est d'une certaine façon une question éthique, c'est l'acceptation ou non de la notion d'enfouissement géologique définitif. Parce que vous avez bien compris qu'on amène ces déchets qui sont extrêmement dangereux, au moins 100 000 ans, mettons, acceptons, c'était déjà pas mal, et on creuse un trou et on les met au fond. Et on rebouche. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout le monde, on les fait disparaître. Et vous voyez, on les met sous le tapis. Et en fait, c'est ça qui est l'important pour les gens du nucléaire. C'est pas tellement de dire nous avons trouvé une solution formidable pour les déchets, c'est de dire on a résolu ce problème, donc il n'y a plus de problème de déchets. Et en fait, ça veut dire qu'on lègue aux générations futures des déchets radioactifs, ça pourrait être aussi des déchets chimiques, qui sont enfouis dans la croûte terrestre. Et pour moi, un argument très important, c'est de dire que même si le projet CIGEO était de bonne qualité du point de vue technique, ce qui n'est pas le cas, mais supposons qu'il soit de bonne qualité, ça créerait un modèle pour l'ensemble d'autres pays, soit qu'ils aient des déchets nucléaires, soit qu'ils aient des déchets chimiques. Ça créerait un modèle en disant, mais écoutez, moi, voilà, je fais comme la France, je fais un trou, je fais quelques galeries, je mets mes produits chimiques ou nucléaires au fond, et personne n'ira vérifier quoi que ce soit, ce qui veut dire que dans une période, mettons, de 2 siècles ou quelque chose comme ça, on aurait partout dans la croûte terrestre des produits radioactifs ou chimiques qui rentreraient forcément dans les eaux souterraines. Et donc, la croûte terrestre qui était plus ou moins protégée serait au niveau de ce qu'on se connaît maintenant pour les océans ou pour l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on polluerait l'ensemble de la croûte terrestre. Et ça me paraît un argument, si vous voulez, qui est fort et auquel les gens peuvent être sensibles. Le deuxième aspect, c'est de dire, si on fait un stockage géologique, est-ce que le projet CIGEO est bon? Là, la réponse est non. Je rejoins ce qu'a dit Angèle, c'est-à-dire que ce projet, en fait, est pharaonique. Comme d'habitude, les Français, en France, on aime beaucoup les grands projets. Et se dire qu'on va réussir sur une période de 150 ans à transporter les déchets radioactifs venant de tous les dépôts actuels, à les transporter, à les mettre dans une installation de surface, c'est-à-dire un endroit qui est vulnérable à toutes les agressions extérieures, qui peuvent être climatiques, qui peuvent être guerrières ou qui peuvent être terroristes. Et que tout ça va se dérouler très bien, qu'on va pouvoir les enfouir sans problème, alors qu'on a mis en évidence d'extrêmes difficultés, que ce soit des difficultés liées au risque d'incendie, que ce soit des difficultés liées au fait qu'il y aurait des problèmes de circulation d'eau et que donc on finirait par polluer assez rapidement la nappe phréatique et les rivières environnantes. Et donc, si vous voulez, il y a 2 grandes raisons de s'opposer à ce projet. S'opposer de façon générale au stockage géologique profond. Et la deuxième, c'est s'opposer au projet CIGEO en tant que tel. Alors, puisque j'ai la parole, oui. Dans les débats, on a défendu, en particulier moi personnellement et mon association qui s'appelle Global Chance, nous avons défendu. Donc, nous sommes opposés au projet CIGEO pour les 2 grandes raisons que je vous ai données, mais on a dit que c'est quand même assez extraordinaire qu'au bout de même pas 100 ans d'existence de la science nucléaire, puisqu'en fait,
Le premier réacteur nucléaire qui a fonctionné, qui a montré que tout ça était faisable, c'est en 1942. Donc c'est pas si loin que ça. Et on nous dit, il n'y a pas d'autre solution. La solution CIGEO n'est pas satisfaisante, mais c'est la meilleure. Et cette phrase est insupportable, parce que à partir du moment où elle n'est pas satisfaisante, puisqu'elle n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'elle est définitive, elle est inacceptable. Et nous avons proposé comme alternative de dire qu'on peut très bien avoir ces déchets qui d'ailleurs sont entreposés actuellement, la plupart d'entre eux à La Hague, dans des conditions correctes. Je veux dire, il n'y a pas un danger immédiat de présence de ces déchets tels qu'ils sont actuellement, de les mettre dans ce qu'on appelle des stockages à sec, c'est-à-dire qu'ils soient dans une zone ou dans un lieu très protégé, qui peut être à flanc de colline ou avec une bunkérisation très protégée, et de donner le temps. On a donné une période de 300 ans parce que c'est pendant ce temps-là qu'on sera obligé de surveiller de toute façon tous les autres stockages de déchets dont a parlé en particulier tout à l'heure à Soulaine par exemple, et donc de donner le temps aux scientifiques, leur donner le temps et les moyens de proposer une solution qui serait acceptable, en partant du fait que la solution actuelle, pour les raisons que j'ai dites, n'est pas acceptable. Et donc, ça serait une solution qui permettrait de dire aux scientifiques, qui quand même, en général, on nous dit que la science peut quand même trouver des solutions, eh bien, de leur laisser suffisamment de temps, de façon à pouvoir proposer une solution qui pourrait être considérée comme acceptable. Tout en considérant que dans la mesure où cette solution actuellement n'existe pas et que celle qui est proposée n'est pas acceptable, à ce moment-là, il est évident qu'il faut arrêter la production des déchets. C'est-à-dire l'arrêt de la production des déchets, c'est-à-dire l'arrêt de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Alors, on dit, de toute façon, il y en a. Certes, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y en ait et qu'il faut chercher une solution, mais on peut aussi réclamer le fait que dans la mesure où il n'y a pas de solution actuellement, on arrête d'en produire. Parce que si on continue à en produire, on ne fera que multiplier les problèmes, y compris la construction un jour d'un deuxième CIGEO si on continue le nucléaire. Après avoir entendu le scientifique Bernard Laponge et les intervenants de la visioconférence du mouvement politique d'écologie populaire et sociale, on a bien sûr compris que les dangers du nucléaire civil autant que du nucléaire militaire doivent être dénoncés. La lutte contre le nucléaire civil et militaire est donc toujours nécessaire, mais les militants anti-nucléaires sont inquiets. Christian Folio, donc moi je suis membre d'ADN 34 aussi, arrêt du nucléaire du côté de Montpellier. Moi j'ai un souci, c'est la relation justement avec les jeunes, avec notre incapacité je suis anti-nucléaire depuis 50 ans, avec notre incapacité à arriver à faire que finalement on arrive à constituer une force anti-nucléaire dans ce pays. C'est quand on discute avec les gens, finalement, les jeunes, ils ont essentiellement, il y a deux ou trois éléments qui fait que l'antinucléaire ne les intéresse pas. Un, on a de la ressource d'énergie à bon marché et ça nous permet, disons, de continuer. Je crois que dans ce cadre-là, disons, effectivement, ce qu'a répondu tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, fait la preuve qu'il y a des alternatives. Bon, il suffit d'aller sur les sites, et effectivement, y compris le site de Négawatt, pour voir qu'il y a des alternatives, même si le truc de Négawatt mérite d'être beaucoup amélioré, mais il y a quand même des données qui sont très intéressantes. Pour en revenir à ce que disait tout à l'heure l'homme, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'électricité et au nucléaire, c'est pas la même chose, et que véritablement, il faut s'informer là-dessus. Donc ça, les jeunes, il faut quand même qu'on arrive à faire passer ce message-là. Vous ne comprenez pas, dans les faits, ce qu'est l'énergie nucléaire dans le système énergétique français, puisqu'on parle de la France. La deuxième chose, c'est que jusqu'à maintenant, on leur a dit, finalement, vous avez la sécurité. Et là, ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire, on vous a expliqué que le nucléaire militaire, cette fois pas civil, le nucléaire militaire, vous garantissez la sécurité par la force de dissuasion. Et là, on a en face de nous un système qui ne dissuade rien du tout et qui, au contraire, fait tellement peur que dans les faits, c'est un blanc-seing pour faire la guerre totale
et finalement écraser des populations. Et ça, je crois que c'est très important pour les jeunes. C'est-à-dire leur dire, faites attention, vous n'êtes plus à l'abri de quoi que ce soit, non seulement ça, mais en plus, vous n'êtes pas à l'abri d'une guerre dévastatrice qui ne serait pas nucléaire par le fait que, soi-disant, vous avez la protection nucléaire. Je rappelle que Giscard d'Estaing, dans ses mémoires, qui n'est pas mon copain loin de là, avait écrit que lui, il n'aurait jamais appuyé sur le bouton nucléaire. Il l'a écrit dans ses mémoires. Donc ça, c'est un deuxième élément pour les jeunes aussi. Et le troisième élément, c'est vous voulez plus de démocratie, vous voulez plus de décentralisation. Le nucléaire est un système complètement, disons, centralisé, quasiment fascisant quelque part. C'est un outil absolument terrible qui ne permet aucune décentralisation ou quoi que ce soit. Si vous voulez de la démocratie et de la décentralisation, comme vous le demandez, il faut vous tourner vers des énergies beaucoup plus maîtrisables à la base. Donc ça fait trois éléments sur lesquels, à mon avis, il faudrait qu'on travaille les uns et les autres pour arriver à arriver à constituer un bloc antinucléaire. Parce qu'on en est loin. Mais ce qui est en train de se passer est quand même assez terrifiant de l'autre côté. Benoît Magna, je suis un membre de PEPS, mais je suis un vieux militant, en guillemets, antinucléaire. J'ai commencé la première manif, a commencé en 70 à Genève contre un projet d'une centrale nucléaire qui s'appelait Verbois, qui n'a pas eu lieu heureusement. Ensuite sur Bâle, et ensuite j'ai été un des organisateurs suisses pour les deux grandes manifs sur Crémalville où on était plus de 100 000, etc. Bon. Après ce passé, je me rends compte que effectivement tous les partis de droite et les deux partis réformistes, que je dirais le Parti socialiste et le Parti communiste, sont pour le nucléaire. Il ne reste que les Verts mollement, Mélenchon, la France insoumise et le NPA. Le reste sont tous pour le nucléaire. Donc actuellement, il y a un problème de stratégie. Alors il y avait effectivement Negawatt qui avait dû proposer de sortir du nucléaire en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans et en 20 ans. Il y avait 4 ou 5 projets de sortir du nucléaire. Mais actuellement, personne n'en parle. Et donc, on est complètement marginalisé même au niveau du débat. Je rappelle simplement pour les déchets que aux États-Unis, il y a un puits où ils avaient mis des déchets radioactifs qui a brûlé. Je ne sais pas quelle était la suite parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de ce puits énorme qui a brûlé avec des produits chimiques et des produits nucléaires aux États-Unis. Et surtout, on oublie qu'actuellement, on va verser plus d'1 million de mètres cubes dans l'eau et qui va polluer l'ensemble des mers. Et ça n'empêche pas qu'à Tricastin, dans le Vaucluse où j'habite, ils ont eu des pertes aussi d'eau radioactive. Ils sont tellement cons des fois qu'ils avaient fait des cuves de 10 mètres cubes, je sais plus combien, et il y avait soi-disant des trucs qui protégeaient au cas où la cuve crevait. Eh ben, ils avaient fait des murs en béton cellulaire. Ça veut dire que quand il y a eu la fuite, parce qu'il y a eu une fuite, eh ben, l'eau, elle a traversé le béton cellulaire. Elle est passée dans les nappes phréatiques. Voilà, pour dire au niveau des voies, bêtement au niveau technique, la bêtise de gens qui travaillent, qui dirigent une centrale nucléaire, parce que vraiment ça c'est des conneries. Ils ont été condamnés parce ils étaient condamnés à une amende de 5 000 € uniquement parce que ils n'avaient pas averti dans 24 heures la préfecture qu'il y avait un grave danger. Voilà, pour dire le truc. Le problème actuel, c'est que bon, il y a le problème nucléaire militaire, mais comment actuellement, vu qu'on n'a absolument pas d'État démocratique, on ne peut pas lancer un RIC, c'est-à-dire un référendum d'initiative populaire, on peut rien faire. Et contrairement à la Suisse ou à l'Allemagne ou l'Italie, où les gens ont pu voter et ont refusé effectivement la continuation du nucléaire, mais en France, c'est complètement bloqué. Une part parce qu'on est une armée, un pays qui a les bombes nucléaires, et donc ça, ils peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont besoin, en plus, pour recharger les allumages des ogives, ils ont besoin d'un gaz qui est produit dans les centrales nucléaires, mais qui meurt assez vite. Donc il faut toujours qu'il y ait des centrales nucléaires pour pouvoir recharger ces gaz-là. Enfin, je me rappelle plus le nom du gaz. Donc la stratégie actuellement, on n'en parle pas, Jadot n'en parle pas, je pense que c'est dans son programme, mais j'ai appris aussi que les Verts
certains étaient pour le nucléaire. Dernièrement, avec Jean Revest, on a fait une manifestation Fukushima, enfin un rassemblement. On était 12. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plus, par exemple, entre Avignon et Bolène, il y avait une file humaine il y a 12 ans de 60 kilomètres sur la route de gens qui voilà. Ça, on n'en est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'attaquer au problème du danger nucléaire militaire qui va provoquer, bien sûr, par exemple, à Orange, il y a un Mirage 4 qui a en permanence une bombe atomique, comme il y a un sous-marin nucléaire, je sais pas où il est par contre, mais qui est en permanence, même en cas il n'y a pas de guerre froide, il y a toujours un avion avec une bombe. Et bien sûr, la première chose que viseront les Russes, c'est Orange, l'aéroport d'Orange militaire où il y a les Mirage 4 avec les bombes atomiques. Et le sous-marin, c'est déjà plus difficile à trouver. Voilà, donc on est en permanence en danger. Alors en plus de ça, la France, je me suis rendu compte parce que les Suisses, ils ont tous des abris anti-atomiques dans les immeubles, y compris dans les HLM. Eh ben ici, il n'y a rien. Il n'y a absolument les gens. On leur dit mettez du scotch sur vos portes si jamais il y a un problème dans une centrale nucléaire. Je ne parle pas d'une explosion nucléaire. Voilà, donc il faudrait quand même. Je ne sais pas comment faire revivre cette mobilisation. C'est-à-dire que je suis allée vendredi dernier à Paris, place de la République, pour le rassemblement pour commémorer le 11e anniversaire de l'accident nucléaire de Fukushima. Si on était une 60aine de personnes, c'est absolument tout. Et donc, il y avait des antinucléaires absolument convaincus, quelquefois depuis des décennies. Il y avait des femmes très très âgées. Et puis, il y avait les représentants, bien sûr, de sortir du nucléaire, de Greenpeace, etc. Mais les gens qui passent, ils ne s'arrêtent même pas. Et moi, je crois que avant l'étape de comment mobiliser des jeunes générations pour la lutte, la question essentielle, c'est comment faire pour informer des gens qui, a priori, ne s'intéressent absolument pas à la question. Moi, j'ai discuté il y a quelques mois avec mon filleul qui a 40 ans, qui est sorti de la fac d'Orsay, qui travaille comme ingénieur spécialisé chez Renault. Et il était à fond pour le nucléaire. Et quand je lui ai dit très tranquillement que pour moi un des problèmes majeurs du nucléaire c'était le fameux traitement des déchets nucléaires, puisque traitement est un mensonge, on ne peut pas les traiter, il tombait des nues. Et il était complètement fermé à ça. Et donc, je me dis, quand dans les réunions auxquelles Bernard Laponche a participé dans la mairie du 2e arrondissement, où il y avait des gens qui venaient témoigner pour Fukushima, notamment un médecin, le docteur Kimura, qui depuis 20 ans travaille en Ukraine avec les techniciens, les ingénieurs qui travaillent sur Tchernobyl et sur le problème de l'occurrence des cancers de la thyroïde chez les enfants et les adolescents. Il y a que des gens qui sont déjà convaincus. On ne voit personne. C'est comme si, donc il y a vraiment une question de communication. Je ne sais pas, comment faire concrètement. Au début de la mobilisation, dans les années 70, la question était mise très centralement sur le fait que le CEA, EDF, que le lobby nucléocrate était un État dans l'État. Et donc, Angèle a dit que les jeunes étaient contre toutes les dominations. Et donc, montrer que le système nucléaire est partie prenante de cette militarisation de la société, de cette non-transparence de ce système complètement opaque qui est dirigé en réalité par à la fois des ingénieurs et des militaires. Je pense que c'est très important de le faire comprendre dans la jeunesse, et c'est peut-être un des facteurs de déblocage de la lutte antinucléaire aujourd'hui dans la jeunesse, qui est extrêmement sensible à ces questions de domination, y compris policière, etc., etc. Parce que et ça on le montre plus, parce que je pense que un des problèmes, c'est qu'on s'est enferré dans des réponses techniques. Et donc, à partir du moment où on ne parle plus que de technicité nucléaire, c'est c'est parole contre parole, Et Jean Covici a autant disons de scientificité entre guillemets que Bernard Laponche, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne
à des fondamentaux, c'est-à-dire bon, pas seulement la peur, hein, mais aussi la lutte contre l'État dans l'État que constitue le nucléaire, qui est une forme en fait d'organisation de toute la société. Le nucléaire est une forme d'organisation de toute la société, nous dit Patrick Farbias. Et bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Et nous rajoutons même d'une forme d'organisation militarisée de la société. Comme le prouve aujourd'hui d'ailleurs, 24 mars 2022, la réunion au sommet des puissances de l'OTAN sur le sol européen, en présence du président des États-Unis, pour organiser la riposte aux menaces nucléaires du président russe. Alors, bien sûr, à l'Union pacifiste, nous n'en avons pas fini de nous opposer au nucléaire, civil et surtout militaire. Alors à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.